campagne Rhône-Alpes, mais voilà, qu'on a un grand pays, il existe voilà, plus de 200 systèmes billettiques différents sur le territoire national. Et on a également une petite particularité, c'est qu'on a des réseaux fermés, enfin, donc 6 réseaux fermés sur le territoire. Donc voilà, donc suite en fait à ces différentes propositions et vraiment afin de permettre surtout à l'écosystème français de se rencontrer et d'échanger ensemble, on a proposé en fait voilà d'organiser ce hackathon pour imaginer le type de transport de demain. Et il a été annoncé par le ministre des Transports Clément Beaune début novembre. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par type de transport de demain et quels sont les objectifs pour entrer dans les détails? C'est vraiment simplifier en fait les déplacements sur tout le territoire et réseau de France, permettre la création d'une offre de services innovante, vraiment de sorte à inciter au report modal. Après, le hackathon a aussi un autre objectif, c'est vraiment mobiliser conjointement État, collectivités, entreprises privées, usagers autour vraiment d'une démarche partenariale, de sorte à vraiment, encore une fois, mieux comprendre les besoins de l'usager et prendre en compte les attentes en termes d'inclusion et d'accessibilité. Ce qu'on dit, c'est que le type de transport de demain, c'est vraiment, il doit être pour tous et dans tous les territoires. Donc voilà, c'est vraiment cet objectif de simplifier l'accès et d'amener en fait et de résoudre, de hacker un problème de la part des usagers. Donc voilà, donc le périmètre de la réflexion, il sera porté en priorité en fait sur l'accès aux transports en commun urbain et TER sur l'ensemble du territoire, donc métropolitain et dom-tom. Aussi, on prendra en compte les TET, donc les trains d'équilibre des territoires, pour les déplacements du quotidien et occasionnels. Mais sachant qu'un périmètre plutôt étendu pourra être considéré par les participants, notamment, je pense surtout voilà, aux navetteurs qui ont des trajets domicile-travail qui se font interrégionaux, ou des trajets occasionnels, un Paris-Marseille qui prend en compte une longue distance entre les deux. La prise en compte des visiteurs étrangers, la prise en compte de nouveaux modes de mobilité. Enfin, voilà, tout ça, en fait, le but, c'est que ce qu'on vous propose en termes de stratégie, de réflexion, puisse vous amener à aboutir à des solutions pour tous ces cas d'usage. Donc, je vais laisser la parole, il me semble, à la Fabrique des mobilités et puis après, on prendra vos questions et vos réponses par la suite. Voilà, l'objectif, c'est de vous faire la présentation plutôt rapidement et après d'écouter vos questions. Oui, pardon. Et du coup, pour répondre au défi, quel est le défi aujourd'hui qu'on se pose, c'est voilà, comment pourrions-nous permettre aux usagers d'accéder au transport en commun facilement, sans couture, et d'un territoire local à un autre sur un niveau national. Et du coup, c'est encore à moi. Donc voilà, l'organisation du hackathon aujourd'hui, comme je disais, voilà, c'est une initiative du ministère des Transports, donc la DGITM, notre direction est en pilotage de cet événement et on est accompagné par nos deux partenaires, donc Infusio, qui s'occupe de la conception du hackathon, et la Fabrique des mobilités, qui est tout sur le volet logistique, communication et aussi apport de leur expertise transport. Je peux peut-être les laisser se présenter ou alors il faut en fil de l'eau de la présentation. Pour la présenter au fil de l'eau sera plus efficace. Tu nous as déjà bien présenté, je pense, aussi bien Physio que la Fabrique des mobilités. Merci à toi. Et du coup, C'est toujours toi. donc du coup, voilà, pour permettre en fait que la réflexion soit la plus efficace possible, en tout cas que toutes les équipes aient le maximum d'informations à disposition pour leur permettre voilà, d'aboutir à quelque chose de vraiment pertinent. On a engagé 2 actions. Donc, une première étude vraiment de faisabilité technique, un état des lieux billettique qui est en cours de réalisation par le bureau d'études Nextendis. D'ailleurs, Jean-Philippe est là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment voilà, de faire un état des lieux temps zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe en matière de solutions de technologie billettique? Quels sont les territoires qui utilisent quoi?
qu'est-ce que cela représente en termes de pourcentage de flux de passagers. Donc, toutes ces questions sont répondues dans cette étude. Et une autre étude un peu plus opportunité, c'est vraiment une réflexion en fait autour de l'usage et de la pratique d'un potentiel titre unique qui est réalisé par le bureau de recherche Cité. La question c'est en fait pour qui, pourquoi et comment en fait aboutir à un titre unique qui serait utilisé par la majorité des, euh, des citoyens français. Donc, comme je disais aussi, on a aussi toutes les initiatives de nos pays voisins et aussi au niveau national, une volonté du GART dans l'une de ces 7 propositions adressées aux candidats à la présidentielle 2022 qui proposait le développement à l'échelle nationale d'un titre unique pour toutes les mobilités. Donc voilà, en fait, suite à tous ces travaux, le but, ça sera de vous fournir le panel le plus complet en fait de cet écosystème pour pouvoir partir d'un socle, en tout cas de connaissances qui vous permettra de travailler au mieux. Et donc là, je pense que pour le coup, c'est vraiment la fin. Et, avec le petit programme, donc voilà, comment va se dérouler le hackathon, donc le 6 au soir, on vous propose une première rencontre. Ça sera l'occasion en fait de présenter officiellement les équipes, refaire un brief sur ce qui va se passer les 2 jours suivants, et après avoir des discussions informelles entre vous. Donc ça se tiendra au ministère, donc à la Défense, et les 2 jours suivants seront à la Cité des sciences et de l'industrie, pendant le forum de l'Agence nationale pour les transports, donc le 7 février et le 8 février. Donc le 7, ce sera vraiment une journée complète, on va dire, de travail, de réflexion. Et le 8, il y aura uniquement la matinée, puis l'après-midi, le jury. Pour annoncer les lauréats et après, en fait, ce qui découlera en fait de tous ces travaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, ça sera précisé par la suite. donc, comme je disais, donc ça c'est pour vous donner une idée de l'endroit où se passera le hackathon. Donc c'est dans un lieu qui s'appelle le Loft dans la Cité des Sciences, qui sera en parallèle du forum de l'IT qui a lieu à l'étage supérieur et dont fait partie le hackathon. Et on vous présentera ça par la suite. Je te laisse la main, Ghislain. Donc, comme annoncé dans la description, on vise 8 à 10 équipes qui, c'est important dans une démarche hackathon, en fait, vise à avoir une certaine diversité de participants, de composition. On a d'ores et déjà, parmi les inscriptions, on a déjà une 60aine d'inscrits, en fait. Cette diversité de participants qui est à l'écran, on a aussi bien des autorités organisatrices de mobilité, qu'elles soient régionales, locales. On a des opérateurs de transport, on a des acteurs de la billettique, des fournisseurs de solutions et de services dans la billettique. On a des étudiants de différentes spécialités, et puis des associations d'usagers, bien sûr, et des bureaux d'études, des experts aussi métiers et techniques. La composition des équipes elle va être réalisée dès la clôture des inscriptions. On reviendra sur les dates d'inscription, mais les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à mercredi prochain. Et dès la clôture des inscriptions, déjà on confirmera aux participants la bonne prise en compte de leur inscription. Aussi, puisqu'on a beaucoup d'inscriptions, donc on va s'assurer que les skills sont respectés en termes de participants, et du coup composer des équipes qui soient diverses et donc qui permettent d'associer différentes compétences, différents métiers, différentes perspectives sur le sujet. Et puis que les équipes entre elles-mêmes du coup seront suffisamment différentes les unes des autres pour remplir l'un des objectifs majeurs d'un hackathon et qui le distingue d'un groupe de travail classique, qui est plutôt d'explorer différentes voies, différentes approches, différents mêmes cas d'usage autour du sujet. Je laisse avancer Julie.
Je- ouais. La démarche qu'on propose, c'est celle du design sprint. Le design sprint, c'est une méthode qui est inspirée par le design thinking. Peut-être que certains en ont entendu parler. Et c'est une démarche en 5 étapes où on commence par définir la problématique à partir de nos usagers. Donc, c'est une méthode qui est profondément inspirée par l'humain et qui n'est pas focalisée sur la technique, mais vraiment sur les besoins des gens. Donc, on commence par définir une problématique à partir de ce qu'ils vivent eux. Ensuite, on sketch des idées. On est en mode idéation, créativité, pour ensuite valider en groupe le design de la solution. Et ensuite, on crée des prototypes qu'on va tester. Donc, vraiment, on est centré sur l'utilisateur de bout en bout. On commence avec lui, on termine avec lui et on fait ces boucles-là d'itération pour vraiment s'assurer d'avoir une solution qui est au plus proche de leurs besoins. Et comme disait Ghislain, les équipes qu'on compose sont des équipes très hétérogènes. Et grâce en fait à cette hétérogénéité des équipes, ça va nous permettre aussi d'avoir des solutions vraiment uniques, vraiment révolutionnaires, parce qu'on on vient de différentes perspectives pour réfléchir à ces solutions-là. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que vous soyez vraiment présents pendant les journées du 7 et 8 février pour pouvoir vraiment garder cette hétérogénéité des équipes et garder cette richesse tout au long de la création. C'est aussi une méthode qui permet d'arriver à des solutions rapidement et des solutions qui sont vraiment innovantes. Et on fait tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, donc vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Et aussi, on est une équipe de coachs là pour vous soutenir. Donc, Estelle et moi, chez Infusio, sur vraiment la méthodologie. Donc, on sera là pour vous accompagner pendant ces 2 jours. Et l'équipe de la Fabrique des Mobilités, vraiment sur la dimension expertise métier. Voilà ce que je peux dire sur la démarche. Et pour le défi, donc on le répète, c'est comment pourrions-nous permettre aux usagers d'accéder au transport en commun facilement, sans couture et d'un territoire à l'autre. Et la raison pour laquelle on n'a pas focalisé sur la dimension titre de transport, parce que Mélanie en a beaucoup parlé en début de ce webinaire, la raison pour laquelle on ne se focalise pas uniquement sur le titre de transport, c'est pour penser vraiment une solution dans sa globalité. Vraiment penser quelle est la solution de service qu'on peut proposer dont le titre de transport fera partie. Oui, c'est bon. Les objectifs sur le fond et les attendus, c'est déjà que le défi tel qu'il a été exprimé, il y a différentes manières de le traiter et c'est le choix de chaque équipe de se concentrer sur différents aspects d'une solution possible. Et en ce sens, il y a une dimension très collective dans le travail qu'on fait, puisque finalement, le travail de différents projets mis bout à bout, c'est un bout peut-être du puzzle plus global. Donc, il y a différentes choses sur lesquelles les équipes peuvent se focaliser. C'est comment on peut combiner des solutions entre elles pour garantir la cohésion. Il y a la question d'interopérabilité billettique entre plusieurs types de supports sur différents territoires. Mais il y a aussi des logiques de comment on peut mettre en œuvre une solution sur l'ensemble du territoire, indépendamment peut-être des titres de transport en tant que tels. Et puis, il peut y avoir des choses qui se concentrent sur des freins spécifiques, donc qui ne traitent pas forcément l'ensemble de la problématique, mais qui se concentrent sur tel ou tel cas d'usage ou tel et tel frein identifié aujourd'hui, de manière à proposer une approche pour le lever spécifiquement. Il y a aussi une autre dimension qui est importante dans le constat de départ, c'est la temporalité. C'est-à-dire que finalement, on peut concevoir des approches dans le court terme, dans le long terme, qui sont pas de nature assez différentes. C'est pas forcément la même chose d'envisager des choses autour de la convergence des systèmes billettiques et des systèmes aux différentes échelles territoriales, qui peut-être s'inscrivent dans le long terme, dans un schéma d'ensemble, et puis d'envisager des choses qui sont dans le court terme, c'est-à-dire horizon 1 an et demi, 2 ans, comme ce qui a pu être fait à l'étranger, qui a été cité en introduction. Ce n'est pas forcément des choses qui sont mutuellement exclusives, ça veut dire simplement qu'elles sont pas dans la même temporalité et ne correspondent pas aux mêmes objectifs. Et c'est aussi la liberté des équipes d'explorer tel ou tel aspect de la question. Et tout comme les équipes ont la liberté d'aborder différents cas et différents personas. Différents personas vont être établis à partir
de la prise en compte de tous les acteurs, hein, notamment des AOM et du travail qu'elles font déjà, et puis des études en cours qu'a cité Mélanie en introduction. Et donc, il y a des personas en entrée qui seront proposés, et les équipes ont le choix de s'intéresser à un ou plusieurs personas pour les solutions qu'elles développent. Je te repasse la main, Marianne, sur la forme des rendus. Alors, c'est moi qui vais prendre la main, Estelle. Très bien, Estelle. Merci Justin. Donc sur la forme, ce qui est attendu, ça va être un prototype accompagné d'un pitch. Donc qu'est-ce qu'un prototype? C'est vrai qu'on peut tout imaginer, mais on ne va pas attendre de vous en 2 jours de faire des exploits en termes de prototypage. Donc ce qu'on attend, c'est vraiment quelque chose d'embryonnaire qui peut prendre plusieurs formes, et ce sera à vous aussi de décider dans le process quelle forme vous voulez donner à votre prototype en équipe et selon les compétences que vous aurez réunies dans votre équipe. Donc là, on a des exemples, donc c'est pour pas vous faire peur, hein. Ça peut aller d'un simple dessin, d'un storyboard, en passant par une maquette carton. Vous aurez à disposition du matériel, que ce soit des Lego, de la pâte à modeler, et puis aussi des aides humaines pour vous aider dans ce travail. Et ça pourra aller, si vous avez aussi, pour les plus chevronnés, des compétences techniques, jusqu'à un design d'application peut-être. Donc ça, ce sera à vous de décider en fonction du temps et de vos appétences. Et comme le disait Marianne, on sera là bien sûr tout au long du process pour vous aider et vous accompagner. Donc il n'y aura pas d'inquiétude sur ça, et ce sera vraiment ce qui sera primé à la fin, sera pas tant la qualité du prototype que la qualité de l'idée que vous allez prototyper. Ghislain? Oui. Alors, il y a quelques jalons et quelques ressources d'importance pour tout au long de ces 2 journées. Alors, si on part de la fin, mais c'est le point focal d'importance, hein, c'est le jury du 2e jour après-midi, qui sera composé d'un certain nombre de personnalités du monde des transports, présidé par Clément Beaune. Et qui ont vraiment pour mission d'inscrire finalement les résultats du hackathon dans la durée, puisqu'à travers les prix et à travers les distinctions des solutions, c'est voilà, envoyer un message collectif des décideurs dans l'écosystème de la mobilité de tel ou tel type d'approche qui ont vocation à être approfondies par la suite sous différentes formes, différents groupes de travail, différentes expérimentations. Ça, c'est le point focal, c'est l'arrivée. Pour atteindre cette ligne d'arrivée, qui initiera un autre cycle, on a une étape intermédiaire le 1er jour au soir, avec un comité scientifique composé de 8 à 10 experts au profil très varié, donc qui représentent aussi bien des collectivités locales, qui représentent des experts techniques, métiers, usagers ou citoyens. Et ce comité scientifique, en fait, il a plutôt vocation à écouter l'avancement de chaque groupe, challenger des idées, des orientations, fournir des idées, des retours, permettre aux équipes de profiter des dernières heures le 2e jour matin pour finalement affiner et améliorer leur prototypage et l'orientation de leur projet. Et puis ce qui était évoqué, qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre de coachs et d'experts qui seront à disposition aux différentes étapes, sur les 5 étapes qui ont été présentées précédemment, sur les 2 journées. Et donc au fil de l'eau, voilà, il y a un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition. Il y a aussi des choses qui vont être proposées avant même le démarrage, hein, que ce soit à travers des études ou un temps de lancement. Mais en tout cas, à chacune des étapes pendant les 2 jours, il y a des intervenants qui sont mobilisés ou mobilisables par les équipes pour soit répondre à leurs questions, pour fournir des retours, une dimension réflexive. Et je pense que tu peux passer aussi à l'étape suivante, Julie. La question de l'après, hein, elle est essentielle en fait, dans le hackathon, parce que la justification finalement de ce temps-là, c'est pas juste, même si c'est important qu'on passe un bon moment ensemble et que ce soit fructueux en tant que tel le temps, mais finalement tout ça n'a de sens que s'il se passe quelque chose après, et par la manière dont on en fera quelque chose après. Donc
la dimension de valorisation de l'ensemble des travaux, elle est importante. Il y a à la fois certes des distinctions pour certains projets qui peut-être répondent particulièrement bien à la problématique et qui seront évidemment bien sûr mis en avant, mais l'ensemble des travaux a vocation à l'être. C'est pour ça que nous, on est chargé d'une mission aussi de documentation des projets qui vont être créés ou en tout cas de tout ce qui va être exploré. Donc dans la méthode, il y aura quelque chose où on sera assez sensible de pouvoir récupérer au fil de l'eau la réflexion des uns et des autres, les pistes qui ont été explorées et de manière à ce que ça serve de matériau pour la suite. Et la suite, c'est non seulement des financements associés à des expérimentations, à des mises en œuvre de projets. Alors, je veux bien qu'elle coupe son micro par contre, s'il vous plaît. Merci. Et en tout cas, donc, des financements d'actions concrètes de mise en œuvre autour de ce qui aura été proposé, mais aussi des groupes de travail plus classiques pour approfondir finalement la mise en œuvre de telles orientations et les inscrire dans la durée. Et quelque part, le jury il fait la transition entre ce temps du hackathon qui est un temps exploratoire et le passage à des orientations et un travail de plus long terme avec des moyens associés. Je vais juste un peu avance. Donc, pour le process d'inscription, je sais qu'un certain nombre d'entre vous se sont déjà inscrits. Il est un petit peu complexe, mais comme ça, c'est l'occasion de revenir dessus. Comme je l'ai dit, le hackathon se déroule dans le cadre du forum de l'AIT. Donc, il faut d'abord être inscrit au forum de l'AIT pour pouvoir se préinscrire au hackathon. Le lien donc, est en bas. Vous vous inscrivez ici. Donc, ça me permet de vous recenser votre intérêt. Et mettez-vous bien que vous êtes en préinscription en participant au hackathon par la suite, remplissez le formulaire d'inscription par équipe ou individuel, même si chaque personne doit le remplir pour qu'on connaisse un peu plus sur vous et votre profil pour pouvoir potentiellement vous mettre dans une équipe et former les équipes. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir plus d'informations. En termes de prochaines étapes, donc, la fin des inscriptions sera mercredi prochain, le 13 janvier, pour que nous puissions commencer à former les équipes, qu'on annoncera donc le 23. Et pour les personnes et les équipes retenues, il y aura donc une session de pré-lancement avec les participants en ligne le 31 janvier pour notamment présenter les travaux dont Mélanie a déjà parlé et aller plus en détail sur le déroulement de ces 2 jours de hackathon. Mélanie, si tu as des choses à rajouter, sinon on peut enchaîner. Oui, non, mais tout a été dit. Donc, oui, on écoute vos questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat. Et donc, voilà, vraiment pour aller dans la continuité de ce que disait Ghislain, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de montrer, en fait, en tout cas, l'intérêt du ministère pour cette question, l'intérêt voilà, d'aboutir à quelque chose de collaboratif, de collectif, et que les solutions et les idées émises dans le cadre du hackathon ne soient pas laissées tomber dans l'oubli, mais que voilà, qu'il y ait vraiment une démarche proactive sur ces sujets-là et sur le court terme. Alors, je vais commencer à prendre les questions. Alors, il y a des questions d'ordre plus logistique. Aujourd'hui, j'ai une question de Julie Golzan qui me demande si on est en manque d'inscrits. Alors, on a plutôt du succès pour l'instant. Donc, c'est pour ça que on va arrêter les inscriptions assez rapidement parce qu'on a beaucoup de propositions à traiter. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer à communiquer, même si on est déjà pas mal. En ce qui concerne... Alors, attendez, je reprends les questions. Pendant que tu lis les questions, Vas-y. N'hésitez pas à rajouter des questions dans le chat. Et le but, c'est d'avoir à la fois de traiter évidemment des questions pratiques. Et puis, dans un second temps, on pourra aussi peut-être revenir sur le thème lui-même et la manière dont vous percevez le défi tel qu'il est proposé. Et peut-être vous aimeriez même le reformuler ou vous l'approprier. Il y a une question particulière, il y a plusieurs questions qui portent sur la composition des équipes, peut-être sur laquelle on peut revenir, parce que du coup, je n'ai peut-être pas été assez précis. Donc, il y a cet objectif que une équipe, pour qu'elle fonctionne et qu'elle soit un peu riche, il faut qu'il y ait au sein une diversité de compétences et de regards au sein de l'équipe. C'est un peu le principe d'un hackathon.
De ce fait-là, la méthode principale de constitution, elle est justement de prendre de tous les participants et nous proposer des compositions d'équipes qui satisfont à ces critères-là et puis avoir des équilibres. Notamment de fait qu'il y a beaucoup d'acteurs de la bioéthique, par exemple, qui se sont inscrits. Il y aura sûrement dans une équipe donnée un ou plusieurs acteurs qui fournissent des solutions de bioéthique et ça fait partie de l'approche. De manière générale, dans chaque équipe, on retrouvera une certaine diversité. Après, on peut avoir des équipes qui auront une coloration peut-être différente d'une autre équipe. Ensuite, est-ce qu'il est possible à une équipe de s'inscrire en bloc? Alors, de base, non, jusqu'ici. On est entièrement prêt à considérer toute proposition. Après, là, il faut tenir compte du fait qu'on a déjà beaucoup d'inscrits, donc déjà, ça peut venir complexifier les choses. Et puis, ça suppose aussi d'avoir une équipe qui, justement, soit déjà à la fois très, très diverse, qui peut être porteur d'une certaine approche. Donc, peut-être vous pouvez nous en parler et nous expliquer effectivement pourquoi ce serait intéressant que vous ayez une équipe déjà constituée. Moi, je pense qu'on est ouvert à la discussion. Il s'agit vraiment d'expliquer pourquoi ça va apporter quelque chose et pourquoi, pour vous, déjà, pourquoi ça va être un atout d'avoir une équipe déjà constituée et puis dans la démarche, pourquoi ça peut apporter quelque chose de plus. C'est aussi l'occasion de rappeler que le principe d'un hackathon, c'est que l'ensemble des résultats est public et on va dire relève d'une licence Creative Commons, donc est librement disponible pour tout l'écosystème. Donc tout ce qui est produit pendant la durée du hackathon, je dirais, échappe à la propriété intellectuelle, en tout cas est une sorte de commun partagé, et dans le pot commun des idées, des choses qui peuvent être utilisées par l'ensemble des acteurs. Donc, c'est vraiment la perspective qui est mise en œuvre. Julie, tu voulais revenir peut-être sur d'autres questions ou tu voulais reprendre Oui, il y avait d'autres questions. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré et la présentation sera bien mise en ligne d'ici demain pour pouvoir continuer la diffusion des inscriptions. Donc ça, c'est bien sûr, il n'y a aucun problème. Et toutes les communications sont bonnes à prendre, comme le raconte d'ailleurs le Digistin. Vous avez une question sur le périmètre. Donc, je ne sais plus c'est qui posait la question. Sur le périmètre, donc on reste plutôt sur la question des transports en commun, parce qu'il y a quand même posé la question sur la problématique de hackathon. Est-elle juste focalisée sur l'utilisation des transports en commun et des réseaux TER ou peut-elle être étendue à la mobilité au niveau national, incluant les mobilités douces et le dernier kilomètre? On reste sur du transport en commun dans le périmètre de ce hackathon. En fait, c'est le point de départ, hein, c'est ce qu'on disait Julie, mais il m'a dit tout à l'heure que c'est le point de départ. Après, libre à un groupe de considérer d'autres aspects parce que c'est pertinent dans le cas d'usage qui prennent. Ce qui est vraiment le point commun, c'est du coup les transports en commun, mais rien n'empêche de rajouter des transports longue distance, la voiture partagée, etc. Comme c'est proposé, c'est pas du tout rédhibitoire. J'ai des questions plus de l'ordre du design. Donc pour toi, Marianne ou Estelle, on me demande quel est l'outil utilisé pour le design thinking. Je ne sais pas si vous avez une réponse déjà à nous proposer. En fait, dans le design thinking, il y a plein d'outils différents qui existent. Donc, on va vous proposer les personas, on va vous proposer du brainstorming, du prototypage, etc. Donc, je ne peux pas répondre plus précisément à cette question-là parce que c'est vrai que la notion d'outil ensuite peut être très vaste. Mais en tout cas, tout au long du processus, on va vous proposer des outils qui seront détaillés. Et donc, vous n'avez pas de questions à vous poser. Même si vous ne les connaissez pas, vous serez guidé pour les utiliser. Et il y avait aussi la question d'un coach par équipe. Donc, non, aujourd'hui, on aura un pôle de coach voilà, sur le côté design. Il y aura 4-5 personnes et un pôle d'experts, de regard extérieur, plutôt également à 4-5 personnes, mais voilà, qui tourneront dans les équipes. Là, le but, c'est que tout le monde ait accès au maximum d'informations sur les 2 jours. Il y a une question plus sur la forme que prendra la solution, sur la prise en compte de l'impact financier qu'elle pourra avoir. Mélanie, je ne sais pas si tu veux nous avancer notamment sur les critères de sélection.
Ouais, non, c'est sûr que c'est intéressant comme question. Après, ce qu'on se dit et ce qui est vrai, c'est qu'en un jour et demi, on n'est pas sûr d'aboutir à une solution vraiment complètement cadrée et avec une idée précise de son impact. Donc, ce qu'on propose, en tout cas, dans le cadre du hackathon, c'est pas de faire fi de l'impact financier, loin de là, mais c'est de proposer des solutions embryonnaires sur lesquelles, en fait, nous, après, par la suite, on pourra poursuivre le travail. Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose de complètement démesuré, mais le but, encore une fois, c'est de laisser libre cours à l'imagination pour proposer quelque chose utile pour tous. Après, ce qui peut être présenté d'ailleurs, c'est finalement une approche comme une approche bénéfice-risque, c'est-à-dire que finalement le coût, il n'est pas d'ailleurs que budgétaire. Probablement que beaucoup de coûts sont à mon avis, des choses qui entrent au niveau d'effort que ça représente collectivement, de gouvernance ou de temps à y consacrer, et qu'il faut le mettre en rapport avec le bénéfice attendu, notamment sur le cas d'usage qu'on traite. Certains peut-être répondent à un cas d'usage quelque peu étroit, mais très intéressant, mais c'est sûr qu'il faut changer tout. L'écosystème français, c'est compliqué. D'autres vont s'intéresser à des choses beaucoup plus générales, et du coup, les choses sont différentes dans ce cas-là. Mais peut-être c'est plus une balance globale et qui est pas chiffrée dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet évidemment du hackathon. On a toujours des questions sur le périmètre de travail. On demande donc s'il y aura forcément un groupe qui va aller au-delà des transports en commun. Je pense que Ghislain, tu peux peut-être repréciser ce que tu as expliqué à propos du périmètre de travail. Oui, peut-être que c'est en lien avec la question de Salih Vianney sur type de transport versus est-ce que c'est l'accès au transport en commun en général. En fait, il y a comme c'est pour ça inquiétant qu'il y a des marges de manœuvre pour les groupes de s'approprier le sujet. D'ailleurs, on ouvrira la discussion aussi dans quelques minutes. Les personas, c'est quelque chose qui permettra de structurer la réflexion, mais ensuite, autour de ces personas, on peut envisager différents modes de transport qui ont une forme de cohérence et du coup des solutions adaptées. Et d'où le besoin aussi de se dire, oui, le type de transport, c'est une notion qui est un peu la donnée d'entrée parce qu'il y a aussi des inspirations de l'étranger. Mais en fait, qu'est-ce qu'un type de transport demain? C'est une manière de hacker du coup la question, d'où la reformulation de comment on facilite l'accès au transport en commun. Est-ce que c'est un type de transport au sens d'aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, la question n'est pas de se dire, tiens, la carte qu'on a aujourd'hui et comment elle est demain. Ce n'est pas exactement ça la question qu'on pose. Le titre de transport, peut-être que c'est plus un titre au sens d'aujourd'hui ou c'est autre chose. Enfin, c'est dans ce sens-là que c'est ouvert, quoi. Et c'est vrai que dans la grille du jury, en fait, le critère prix est pris en compte, mais plutôt d'une manière détournée, on va dire. Enfin, c'est l'acceptabilité de la solution par les parties prenantes. Donc, voilà, c'est vraiment en fait comment est perçue la solution et comme disait Ghislain, quel est le gain par rapport bénéfice-coût. Sur des questions plus logistiques, oui, on a besoin que vous remplissiez le deuxième formulaire pour pouvoir avoir plus de détails sur votre profil. C'est important pour nous pour pouvoir constituer les équipes de manière hétérogène et équilibrée. Donc, n'oubliez pas de remplir ce deuxième formulaire. Et on en a besoin de toute façon, effectivement, pour Mmh. prendre en compte votre inscription et Voilà. dans une équipe. Voilà. Peut-être c'est en lien avec la question sur est-ce qu'on participe tout du long. C'est vrai que c'est le principe d'un hackathon. Et pour que ça fonctionne, une équipe elle a besoin que les personnes soient là de bout en bout. Je pense que c'est un investissement important. C'est pour ça qu'il vaut mieux justement une personne pour une entreprise, par exemple, mais qui puisse être là tout du long, qu'en avoir deux ou trois qui sont là à un morceau du temps, parce qu'effectivement, ils ont des emplois du temps chargés. Ça produit plus d'effets positifs à la fois pour les participants et pour l'ensemble collectivement. Donc, du coup, c'est vraiment un prérequis assez fort, quelque part. Idéalement de pouvoir participer la veille au soir au prélancement, mais ça, s'il y a une ou deux personnes par équipe qui ne sont pas là, ça peut se gérer. Mais par contre, à partir du premier jour, 9h, jusqu'au jury et la remise des prix, a priori, ça, c'est vraiment important. Et il vaut mieux choisir la bonne personne qui aura la disponibilité à y consacrer, ce qui ne l'empêche pas d'appeler des amis, c'est un peu comme dans les jeux. C'est-à-dire que les équipes sont libres de faire appel à des ressources externes.
contacter les personnes, prendre des infos, mobiliser leur réseau d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, quelqu'un qui travaille dans une entreprise peut très bien solliciter des collègues pour poser des questions, dire tiens, j'ai besoin d'un coup de main, d'une idée. C'est pas c'est au contraire dans l'esprit collaboratif de ce type d'événement. Je viens de vous repartager le lien vers le second formulaire qui est vraiment très important pour nous. Et je vois la question de Salif Vianney. Donc, contrairement au sujet tel qu'annoncé, la problématique va au-delà et comment faciliter l'accès au transport en commun. Il n'est pas limité au type de transport. C'est pour mettre dans le contexte comment faciliter l'accès au transport en commun, mais ce sera quand même très orienté type de transport. Enfin, voilà, le but aujourd'hui, c'est un peu de hacker ce problème-là en France pour... voilà, suite à, comme on le disait en introduction, suite à toutes les initiatives qui ont lieu dans les différents pays voisins, voilà, le but, c'est vraiment comment amener ce type de transport, mais en fait, qui peut avoir plusieurs formes au final. Enfin, c'est potentiellement une carte, mais ça peut être une carte valable de partout, mais ça peut être aussi un assemblage de solutions ou d'autres solutions. Voilà, c'est pour ça qu'on laisse la porte ouverte et qu'on ne se limite pas au mot titre de transport, Et c'est mais aussi une logique d'orienter l'usager, c'est-à-dire que la perspective de l'usager, lui, en fait, titre ou pas titre, il n'a un peu rien à faire, en fait. Lui, il veut monter dans un bus à un moment donné, ou dans un métro, à certaines conditions. Donc, après, s'il faut un titre physique ou dématérialisé ou autre, ça, c'est effectivement l'affaire des solutions qu'on cherche à créer. Mais ce n'est qu'un moyen en vue de cette fin. Et cette fin, c'est quand même l'accès. Et ça rejoint la question du coup, est-ce que c'est un titre illimité ou pas? En fait, ça dépend, en fait, peu importe. C'est une question de Xavier Le Marteleur. Quelque part, ce que un acteur public, national ou régional ou local veut créer comme titre ou combinaison de titres, elle est limitée, elle n'est pas illimitée. Je veux dire, le champ des possibles, il est ouvert. Même si on citait le ticket à 9 €, l'idée, c'est pas forcément de répliquer le ticket à 9 €, c'est pas ça le sujet. Mais le ticket à 9 €, il fonctionne que parce qu'ils ont trouvé des moyens d'accès à tous les modes de transport. En l'occurrence, dans leur contexte, c'était assez simple, mais nous, on a un contexte différent. Donc, c'est plutôt vraiment travailler sur cette possibilité d'accès. Ok. Nous avons une question sur comment dire, les critères de sélection et toute la démarche en termes de sélection des participants. Donc, nous, comme je dis, c'est bien le 11, mercredi 11, excusez-moi, je me suis trompée tout à l'heure, mercredi 11, la fin des inscriptions. Nous, avec le ministère, on va avoir une session de travail où on va passer en revue toutes les candidatures et on va commencer à essayer de mettre en place des équipes et on vous contactera potentiellement, ce n'est pas encore totalement défini, sur si on a besoin d'avoir des éléments complémentaires ou s'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires sur votre candidature, notamment si vous avez candidaté à plusieurs. Donc, pour essayer de définir qui est la personne la plus à même de participer et on vous recontactera de manière individuelle de toutes les manières pour vous annoncer que vous avez été retenu ou pas. Donc l'idée, c'est justement aussi que cette date soit pas trop loin pour qu'on puisse confirmer rapidement la participation. Donc typiquement, normalement, le lundi 16, on pourra confirmer que vous êtes à la fois bien inscrits et participants, et notamment s'il y a eu des doublonnages entre entreprises, par exemple, au sein d'une même entreprise, ce genre de choses. De manière aussi à booker évidemment votre calendrier, votre agenda. Et ce qui va avec ça, c'est qu'on compte proposer, je ne sais plus si ça apparaissait sur la slide finalement, une session de préparation auquel viendront ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, si je ne me trompe pas, le mardi 31 janvier, donc pour les participants confirmés, et qui, elle, sera l'occasion par exemple de restituer les études qui ont été citées en introduction, de redonner des éléments de contexte. Donc, pour ceux qui pourront participer le 31 janvier à 9 h, vous recevrez une invitation qui vous permettra de préparer finalement le hackathon en ayant déjà les éléments de contexte et de contexte variés. Et puis, du coup, c'est aussi l'occasion pour les participants d'ailleurs de déjà se faire connaissance sur un premier temps. Je suis arrivée au bout des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à demander?
crois qu'on est au bout. Mhm. Peut-être pendant que d'autres questions peuvent là être postées au fil de l'eau, il nous reste, il me semble, même une demi-heure, voire 3/4 d'heure au besoin. Mais peut-être reprendre un petit peu de temps pour revenir justement sur le défi. J'ai eu quelques questions là-dessus, mais sur la formulation du défi, est-ce que ça résonne par rapport à votre expérience du sujet, du marché, à vos projets? Est-ce que c'est quel est le niveau d'intérêt qu'il peut y avoir pour ce sujet-là? Est-ce que vous auriez des formes de reformulation, de réappropriation du sujet à proposer? C'est encore une période où on peut en tenir compte et enrichir les choses sur cette base-là. Donc, c'est peut-être un temps. Alors, c'est peut-être plus intéressant de le faire de vive voix et que les uns les autres lèvent la main et éventuellement interviennent pour voilà, partager soit leur expérience par rapport au sujet. Est-ce que le sujet se rapproche de votre expérience d'une façon ou d'une autre et comment vous le percevez, tout simplement. Et vous pouvez même le challenger, le remettre en cause. Ce n'est pas un problème avec les uns et les autres. Il y a quelques personnes avec qui on a eu l'occasion de le faire. Donc, on peut tout à fait continuer collectivement. Je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main et le premier jour difficile, mais après, il y en aura plein d'autres personnes certainement qui s'engouffreront dans la brèche. Donc, Bonjour, moi je suis Robin Bourrindelou, je fais partie d'une société qui s'appelle Turtle. Nous, on est une startup sur la région parisienne qui propose un nouveau moyen de mobilité par le vélo-taxi notamment. J'avais juste une question parce que la réflexion est du coup portée au niveau national. Comment est-ce qu'on peut faire pour distinguer les différentes tailles d'agglomération? Parce que du coup, on ne va pas avoir forcément le même fonctionnement, que ce soit dans des zones plus rurales ou des zones plus urbaines. Est-ce qu'il y a une distinction qui est faite? Est-ce qu'on doit se focaliser sur un périmètre ou l'autre? Question. alors, merci Robin. Donc, c'est vrai. En fait, là, on est vraiment dans une perspective. Alors, peut-être ce que tu évoques et peut-être renvoie à une notion un peu de masse et de conditions de service de mobilité. Localement et au niveau régional, il y a des outils qui sont mis en place par les collectivités pour les modes de transport qui les concernent. Enfin, il y a des projets à l'échelle locale et territoriale qui ont leur autonomie. La perspective qui est celle-là du hackathon, c'est au-delà de ce que sont les compétences des uns et des autres aux différentes échelles territoriales, comment on a une approche nationale, et voire d'ailleurs parfois européenne, enfin en tout cas, qui va au-delà des frontières régionales, notamment sur le transport public et éventuellement sur d'autres modes de transport qui peuvent s'y rattacher. Donc, on est dans une logique un peu agnostique. Après, il y a quand même des personas et des cas d'usage qui permettront justement peut-être de répondre à ta question. C'est-à-dire que un groupe donné va choisir d'incarner sa réponse en s'intéressant à tel profil d'usager, par exemple, je sais pas, des navetteurs transrégionaux, donc qui ont un certain profil, un certain nombre de besoins qui ne sont pas les besoins de celui qui reste sur une aire urbaine ou au contraire qui est sur du périurbain ou du rural, mais qui sera quand même à terme concerné par ces logiques d'accès unifié, mais pas de la même façon. Vincent? Oui, bonjour, Vincent Bourressam pour Flowbird. Je vais essayer d'apporter de l'eau à la discussion, humblement. En fait, je me questionne depuis le début de l'annonce sur ce hackathon sur le sujet, effectivement. Et en fait, le début de ma réflexion tourne autour de est-ce qu'on veut réfléchir sur à quoi va ressembler la clé qui va ouvrir la porte de tous les transports en commun, ou est-ce qu'on veut réfléchir sur la notion de droit d'accès, donc une notion plus relative au contrat entre l'usager et le réseau. Enfin voilà, c'est un peu ça ma question, c'est est-ce qu'on veut travailler sur la façon dont la relation commerciale se fait, ou est-ce qu'on veut travailler, et où est-ce qu'on veut travailler sur comment l'utilisateur badge ou rentre dans le mobile. Je crois que d'ailleurs, la définition de type de transport, c'est ça, c'est le contrat entre l'usager et l'opérateur. Donc, en fait, j'imagine que la question est imbriquée dans la réponse, Ouais. quoi. Et pour moi, voilà, on se dit qu'il y a vraiment plusieurs volets à avoir. Il y a ce volet technique, comment l'usager rentre en fait dans un réseau.
Mais il y a aussi tout l'enjeu en fait de gouvernance aussi. Enfin, voilà, comment, si aujourd'hui on a une clé magique qui nous permet d'accéder à tous les réseaux de France grâce à un seul titre, comment se déroule voilà, cet enjeu un peu de back-office, comment les AOM discutent entre elles. Voilà, je pense qu'il y a ça et aussi, sans oublier tout l'enjeu parcours utilisateur. En fait, qu'est-ce que l'utilisateur veut, je pense aujourd'hui. Une des questions du hackathon, c'est ce principe-là, c'est en fait la solution pour un usager donné, pour un parcours donné, une personne qui fait un Paris-Marseille avec un TGV entre les deux. Comment lui, en fait, qu'est-ce qui l'arrangerait le plus de son domicile à un point A à son lieu de, je sais pas, de travail ou autre à un point B. Comment lui simplifier en fait la tâche pour que quand il arrive dans une ville où il n'a pas forcément l'habitude d'aller, il prendra les transports en commun et pas par les taxis, mais pas sa voiture personnelle. C'est intéressant la fin de votre réponse. Ok. On a un peu question dans le chat, puis on a Laura Brun, je crois, qui voudrait intervenir. Peut-être, Laura, allez-y. Et puis en parallèle, il y a donc Simon qui pose des questions sur est-ce que la tarification et la répartition des recettes fait partie du scope. Mais peut-être Laura, je ne sais pas si peut-être pas sur le même sujet, mais en tout cas, on va prendre les deux en même temps. Oui, merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question de comment moi j'ai pris l'annonce sur Hackathon, vraiment, je trouve que c'est une idée formidable. Je me réjouis d'avance parce que je suis retenue. En tout cas, je suis persuadée que, moi, j'ai déjà eu l'occasion, parce que je fais également partie du laboratoire de notre collectivité. On t'entend mal, Laura. Ouais, c'est toujours le fameux micro. Oui, c'est vrai que vous m'entendez mieux. Oui, je pense que tu approches le plus possible. Oui. Donc, moi, je disais que c'est vrai que j'ai souvent l'occasion, j'ai déjà souvent eu l'occasion de pratiquer le design thinking. Et je pense que c'est vraiment une méthode qui permet d'aboutir à des idées assez, et puis à des rendus, à des livrables quand même assez aboutis. Donc, on te repère. Donc, j'en profite pour signaler que Mélanie a répondu à la question de Simon sur la question d'intégration tarifaire qui n'est pas précisément dans le scope actuel. Mais pas dans le scope. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est aussi parce que c'est des questions qui sont plutôt à l'échelle régionale en fait et qui sont du coup pas du ressort national. Et c'est peut-être une illustration de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que on n'est pas dans quelque chose qui vient dans une approche ou une réflexion qui cherche à se substituer à ce qui est du ressort notamment des AOM et de leur périmètre de compétences, mais plutôt au contraire de ce qui est aujourd'hui pas dans leur ressort. Par exemple, c'est pas forcément dans leur ressort territorial, et donc du coup, par exemple, le transfrontalier ou le transrégional, ça concerne les régions concernées, mais du coup, ça concerne plusieurs régions, dans cet exemple. Oui, pardon, je me permets de prendre la parole. Merci de vos retours, c'est clair. C'est juste que pour moi, ces questions-là peuvent avoir un impact sur ce qu'on peut proposer en termes d'accès billettique, on va dire, au transport pour assurer éventuellement une répartition des recettes dynamique ou autre. Mais c'est bien noté. Je voulais juste Laura, ouais. Pas tout à fait. Et sans micro, ça ne marche pas? Sans les écouteurs? Ah non. Mince. Non. On n'entendait pas. Si, c'est bon. Là, ça. Ah oui, c'est bon. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le format hackathon, ça vient vraiment challenger l'inertie qu'on connaît habituellement par rapport aux discussions sur l'interopérabilité. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment l'occasion de remettre l'usager au centre des discussions. On me posait même la question de est-ce qu'il ne faudrait pas, dans les groupes de travail, intégrer finalement des personnes qui ne soient pas issues de tous les domaines du transport. Vraiment des usagers presque lambda qui ne participent pas à nos groupes de travail habituels. Pour vraiment avoir ce regard extérieur. Nous, on pense que ça sera vraiment l'occasion de nous forcer à prendre en compte vraiment ce regard usager.
Alors, je reformule parce qu'il y a encore des informations, mais c'était quand même audible. Donc, c'est vraiment effectivement une part de l'intérêt du hackathon, c'est vraiment d'être centré sur les usagers dans leur diversité d'ailleurs. Donc, ta question, c'est aussi de se demander quelle place on peut leur donner. Est-ce qu'on peut avoir des participants qui sont moins on va dire, dans le petit monde ou dans le grand monde, que ce soit de la bioéthique et des transports en général. Alors, il y a un point sur la diversité des équipes qui doit y participer, qui n'est pas forcément suffisant. Mais par exemple, qu'on a des profils d'étudiants ou même de professionnels de la mobilité, mais qui ne sont pas forcément dans les sujets bioéthiques. Donc, on va avoir un petit peu de cette diversité déjà dans les équipes, ça c'est une première chose. Il y a ce travail amont qui est fait sur les personas qui vise aussi à contribuer à ça. Ensuite, sur le plan pratique est-ce qu'on peut avoir envers des citoyens, des habitants qui viennent se confronter aux équipes, ça va potentiellement être complexe à mettre en œuvre, même si c'est en cours de réflexion, on est en train de regarder qu'est-ce qui peut être fait quand même en la matière, au moins à petite échelle. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on a en perspective et c'est bien que tu le rappelles, du coup, ça nous stimule là-dessus. On se dire de manière concrète, à l'échelle du hackathon, déjà, qu'est-ce qui peut être fait en la matière, peut-être aussi ce qui peut être fait après par rapport à ça. C'est qu'à la limite, le hackathon, c'est qu'un temps, c'est que 2 jours, mais que la suite du travail, comment elle peut aussi se confronter aux usagers. Et les usagers, c'est aussi peut-être dans toute leur diversité, c'est à la fois les individus, mais c'est aussi les entreprises d'un territoire, ou c'est tout un tas d'autres acteurs qui, quelque part, eux, leur business, c'est pas la bioéthique ou l'éthique de transport, quel qu'il soit, mais ils sont concernés directement. Peut-être pas passer la parole à monsieur ou madame EA 75 010 118. Je m'excuse pour ne pas être trop précis. Si vous voulez vous présenter, du coup. Oui, bonjour à tous, Eric Alix. Ah oui, bonjour Eric. Avec l'image déjà, ouais, ça marche. Ça marche. Effectivement, moi je m'interrogeais. Donc j'ai compris que en fait, ce titre unique, il doit donner accès à tous les réseaux de toute la France. Il n'a pas forcément un prix unique, mais il peut avoir un prix unique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment penser sur un système avec un prix unique. C'est pas un présupposé, tu vois, comme l'évoquait Mélanie, c'est pas forcément un ticket à prix unique ou illimité ou quoi. Ça pourrait être d'autres choses, d'autres formes. Il va forcément porter à la fois la clé qui va ouvrir les transports, mais du coup aussi le contrat de transport. Donc, soit pour le compte d'un AOM, soit pour le compte de l'État qui gère les AOM avec un système de redistribution, j'imagine. Donc, la question quand même de tout à l'heure, elle se pose, même si il s'agit plus, à mon avis, dans le hackathon, de vu ce que vous avez dit, d'explorer la partie expérience utilisateur plutôt que la mécanique en back-office qui va redistribuer des recettes, mais qu'il faudra quand même traiter. Oui. Vous êtes d'accord ? C'est là où certaines équipes vont peut-être se concentrer sur un aspect ou l'autre. C'est une équipe peut se dire, en fait, cet aspect pour notre distribution des recettes, il est assez important. Et du coup, notre projet, il ne fait pas que ça, mais il aborde pas mal cette question et d'autres questions liées. Alors que d'autres projets vont pas tous se focaliser là-dessus, parce que sinon, exactement. Enfin, pour moi, aucun projet ne peut traiter tous les aspects de la question, parce que là, vous en évoquez plusieurs, plusieurs aspects, et en plus, il y en a encore d'autres. Donc, aucun projet en un jour et demi, il va avoir un truc tout complet. Donc, c'est pour ça que moi, cette idée d'exploration, il y a des parties pris à faire par les équipes, à la fois en termes de cas d'usage, déjà, de sur les cas d'usage, mais de se dire, OK, nous, notre solution, elle montre que certains aspects de la question, on peut vraiment les traiter de manière intéressante, et d'autres aspects, du coup, on les traite moins si on a traité la répartition des recettes et l'expérience utilisateur, mais on n'a pas traité certains aspects technologiques, par exemple. Tu vois, au contraire, d'autres, c'est aussi lié à la confusion des équipes. Certains vont naturellement mettre l'accent sur certains aspects des choses. C'est un peu ça l'approche. D'où l'idée que même s'il y a un gagnant, peut-être à la fin, et voilà, il y a une notion de lauréat dans un hackathon, et c'est stimulant pour tout le monde. Mais il y a aussi l'idée que sur 8 équipes, j'espère qu'il y en a au moins 6, et j'espère 8 qui, quelque part, ont toutes des productions vraiment utiles et valorisables, et que c'est un peu l'ensemble qui contribue à la suite, de par la diversité des contributions. Sans que ce soit prédéfini, un groupe fait ça, un groupe fait telle autre chose. Mais je ne sais pas si on t'a perdu d'ailleurs, Eric, mais il y a Salif Diané qui... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Déjà, merci pour toutes ces précisions, c'est très utile. J'avais une question en termes de préparation et donc de restitution au final. Donc j'ai bien compris qu'on est focalisé sur une solution
orienté client. Est-ce qu'il y a, en termes de restitution, des thématiques qui seront imposées, c'est-à-dire un plan imposé, ou alors j'ai bien compris qu'en termes d'outils, on utilise ce qu'on veut, des dessins, une appli, etc. Mais est-ce qu'en termes de thématiques à aborder, il y a un plan imposé, par exemple la solution, la mise en œuvre, quelles sont les modalités de gouvernance pour que tout ça fonctionne, ou c'est libre? Alors, je pense que vous avez la liberté de tout par rapport à ce qui a été évoqué, sur tout ce qui est prototype et la forme. Sur la forme, vous avez du coup une grande liberté, c'est l'objet même. Ensuite, et ça fera partie de la méthodologie et de l'accompagnement, de se dire finalement, dans la restitution, fatalement, en un sens, c'est utile à la fois de présenter le concept et à quoi il répond, vos partis pris et pourquoi ce côté balance qu'on évoquait tout à l'heure de les bénéfices attendus versus le coût au sens large du terme que ça représente, le niveau d'effort que ça représente, ce genre de choses, je pense, vont être traitées dans toutes les restitutions. Après, la forme exacte, alors Non, vous aurez Gislain, la peut-être que ça, on liberté. peut laisser Phusio répondre, aussi, même par Ouais, rapport tout au ça. fait qu'on souhaite donner la grille, la grille de critères du jury qui sera bien sûr donnée en amont du hackathon pour que vous ayez les billes, Tout à fait. etc. Il y Marianne, aura aussi un Estelle, je temps vous limite. laisse. Ouais. Oui, pour la restitution, on vous fournira un plan de restitution pour qu'il y ait une homogénéité dans les restitutions des uns et des autres, pour comprendre finalement quels sont les problèmes que vous avez recueillis par rapport à vos utilisateurs, ce que vous avez observé, etc. Quelles sont la solution que vous allez apporter aux problèmes perçus, quels sont les bénéfices, comme disait Ghislain, les bénéfices de cette solution-là. Suite au test qu'il y aura en fin d'hackathon, quelles sont les améliorations potentielles. On ne vous demandera pas de faire les améliorations de cette journée et demie parce que ça ferait quand même beaucoup de travail, mais quelles sont les améliorations potentielles pour permettre aux gens qui prendront la relève en fait, de la mise en place de ces solutions d'avoir ces informations-là. Et ensuite, peut-être Estelle pour la grille du jury. Oui, alors sur la grille du jury, elle est encore en validation, donc on vous fournira vraiment les éléments validés dans un kit de démarrage. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la note portera à la fois sur l'ambition de la solution, donc à quel point elle est osée, à quel point elle est risquée. Donc on va quand même valoriser la prise de risque. On va aussi évaluer la fluidité de l'expérience pour l'usager et l'utilisabilité, donc en quoi l'usager va être capable d'adopter la solution, parce que ça peut être une super belle solution très fluide, mais finalement difficile à adopter pour des raisons technologiques, pour des raisons d'accessibilité. On va aussi évaluer l'acceptabilité pour les parties prenantes. Donc, vous aurez bien entendu un document de présentation de toutes les parties prenantes, une cartographie qui vous permettra aussi d'être sensibilisé à tous les acteurs qui doivent rentrer dans ce jeu et d'en tenir compte. Et enfin, nous irons noter, évaluer tout ce qui va concerner l'ambition environnementale de la solution, puisque c'est bien pour ça aussi qu'on parle de billettique unique. On n'a peut-être pas assez évoqué le mot environnement, mais c'est bien l'enjeu derrière cette billettique unique et le fait d'encourager les transports en commun pour les usagers. Merci. Élie Bégou qui lève la main. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Moi, j'avais une petite piste de réflexion slash question. C'est comment aujourd'hui on va pouvoir, du coup, dans ce hackathon-là, intégrer principalement, donc, pour tout ce qui est centre urbain, périurbain, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'acteurs qui sont capables de trouver des solutions qui rassemblent les utilisateurs, les usagers et proposent des normes communes. Mais pour ce qui est des citoyens, des zones rurales, voire très, très rurales, où on observe d'énormes trous dans le maillage de réseau français, comment on va pouvoir aussi faire en sorte que ces populations-là ne soient pas mises de côté sur l'accès à la mobilité et le côté vertueux du titre de transport.
Oui, c'est sûr que c'est tout l'enjeu en fait, de ce principe d'inclusion, en se disant le type de transport de demain, c'est celui qui permet d'accéder au transport pour tous dans tous les territoires. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on laisse la porte ouverte sur les modes de mobilité qui seront compris en fait, dans le périmètre de la réflexion, en se disant dans les territoires ruraux, on a des transports en commun. Voilà, peut-être pas autant qu'en Île-de-France, et comment permettre en fait cette intégration d'autres modes ou à minima comment aider ces personnes-là à accéder typiquement, je pense à des P+R ou à d'autres types de transports qui permettent d'aller vers du TER ou vers des modes existants. Alors oui, j'avais bien compris, je vois dans les commentaires aussi. Je me suis peut-être pas bien exprimé, c'était plutôt dans la constitution des participants à ce hackathon. Comment vous intégrez une part de personnes issues de la ruralité qui vivent ça au quotidien? Oui, bien sûr. Du coup, en fait, oui, on a contacté beaucoup d'AOM qui sont dans ces milieux justement, pour vraiment avoir leur point de vue sur ce sujet, et ça serait intéressant de l'avoir. Super, merci beaucoup. Et Simon, oui, je vois le message sur l'interopérabilité billettique et les normes existantes. Oui, on est au courant et on travaille activement sur ces sujets. Et d'ailleurs, je pense que lors du prochain webinaire, là, pour les participants, Jean-Philippe pourra en parler et faire vraiment cette image du diagnostic et des normes existantes qu'il a vachement bien étudiées dans son rapport qui sera bientôt disponible. Je peux même laisser Jean-Philippe s'il est là, peut-être en dire 2 mots, mais voilà, c'est bien dans le scope. Top. Je peux en dire, merci Mélanie, pardon. Je peux en dire effectivement 2 mots. L'idée effectivement de ce rapport, c'est de vous donner un état des lieux de la billettique telle qu'elle existe aujourd'hui, avec les opportunités qu'on a déjà vues développer par certains territoires autour du digital ou sur certains modes sur certaines technologies, que ce soit du sans contact, du NFC sous forme de carte, sous forme de téléphone. On inclut dans cet état des lieux les approches aussi à base de carte bancaire, puisque dans certains réseaux, comme à Londres, on peut voyager uniquement avec sa carte bancaire. Et tout ce dont parlait Simon Girardot, évidemment, un aspect aussi des normes qui ont déjà été développées et sur lesquelles un certain nombre d'acteurs s'appuient. Encore une fois, dans la même logique de ce qui a été dit aujourd'hui, c'est plus des entrants pour vous donner une idée d'où l'on part. Ça ne doit pas être considéré comme des limitations et l'idée, c'est vraiment de vous alimenter pour que vous puissiez avoir après une réflexion à 360 et aller au-delà de ce qui est proposé, de ce qui existe, voire remettre en cause, si vous le souhaitez, ou si vous pensez nécessaire, certains choix, certaines technologies ou certaines mêmes normes qui ont été déployées. Voilà. On est ouvert à tout sur ce sujet. Ok, merci. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire, Jean-Philippe, sur l'état d'esprit et les objectifs de ce temps un peu particulier, qui est un hackathon de ce format un peu particulier par rapport à l'ensemble des travaux existants et à venir. C'est vraiment un excellent résumé de l'approche qui est celle qui est menée sur l'hackathon là et sur celui-ci en particulier dans ce contexte spécifique de la billetting. C'est partir de l'existant et avoir quelque chose qui est ancré dans le réel, mais en même temps explorer des nouvelles voies et des nouvelles approches qui puissent être mises en œuvre à partir d'aujourd'hui. Du coup, je me dis, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être conclure. On peut conclure en avance, là. On peut conclure à 13h10. Pour laisser tout le monde le temps de manger aussi. Tout à fait. Donc, on va vous transmettre, dès que j'aurai mis en ligne la vidéo, si vous voulez la partager avec vos collègues ou s'il y avait des questions. Pareil pour le support de présentation. Je vous remettrai le lien vers le formulaire, ce qui est vraiment le plus urgent là dans la semaine à venir, si vous voulez qu'on prenne en compte votre candidature. N'hésitez pas à bien détailler les atouts que vous pouvez apporter au hackathon. Et si jamais vous avez quand même des questions supplémentaires ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez nous envoyer un mail tout simplement. On fera notre possible pour y répondre.
donc, je vous souhaite une très bonne journée à vous, bon appétit, et puis à très vite sur le hackathon, ou au pire au forum de l'IT. Merci. Merci, bonne beaucoup. journée. Au revoir.